Le deal qu'ils font, si tu achètes le Grand Wagoneer au prix MSRP, ils vous donnent un Jeep Compass 2025. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous fais la liste des pires achats de véhicules 2025. Ouh là là! Un épisode controversé, c'est pas... On voit rarement ça, on voit toujours les meilleurs achats, tout ça. Puis je vous avais promis, je vais vous faire une liste des pires achats. Faut se le dire, dans la vie, pas tout est rose. C'est pas juste des arcs-en-ciel puis des calinours. Il y a des... Faut parler des pommes pourrites, des citrons ou des choix qui peuvent être risqués d'acheter. Bon, avant de commencer, de vous dire ceux que j'ai sélectionnés, j'ai pas fait une liste complète. J'ai fait ceux qui attirent le plus mon attention selon moi, puis il faut le faire le plus attention à ces modèles-là. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup des modèles que je parle aujourd'hui, ils peuvent avoir des méga rabais appliqués sur ça, ou des méga deals, peu importe, parce que c'est des modèles qu'ils ont de la misère à se débarrasser ou ils ont difficulté à les vendre, ou peu importe, ou c'est des modèles qui sont moins aimés. Fait que c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, je me base vraiment sur les modèles selon leur prix affiché. Je considère pas des rabais ou des subventions qu'il y avait, qu'il va y avoir, qu'il n'y en a plus. Plein de choses comme ça. Ça rentre en bout de ligne, mais je pourrais vous dire qu'en gros, c'est sûr et certain, il y a certains de ces véhicules-là, ça peut répondre à vos besoins. Peut-être qu'en location, ça peut faire la job. Peut-être que vous aimez ça. Peu importe. Je vous dis, c'est mon avis aujourd'hui. On commence la liste. Il y en a que c'est pas seulement des modèles, mais des marques au complet, malheureusement. Alors, je prends la liste avec les Infiniti. On va se dire, chez Infiniti, ça va pas très bien. Chez Nissan non plus. Infiniti, c'est la marque de luxe de Nissan. Il essaie de faire une fusion avec Honda. Honda pas confirmé de son bord, tout ça. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Nissan sont pas en santé. Mais c'est quand même des produits qui sont abordables en moyenne. Mais chez Infiniti, ça coûte plus cher. Puis c'est des modèles que des fois, ils n'ont pas changé depuis 15 ans. Ils ont annoncé que le QX50 et le QX55 allaient être discontinués. C'est peut-être des modèles qu'il faut éviter. QX80 que j'ai eu à l'essai, un véhicule qui coûte extrêmement cher, qui est derrière la compétition. Est-ce qu'il va toujours avoir des concessionnaires Infiniti d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans? Je pourrais pas vous le dire. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils disparaissent ou qu'ils soient un peu absorbés dans la fusion Nissan, Honda, tout ça, avec Mitsubishi, tout ça. Déjà là, aux États-Unis, ils autorisent certains concessionnaires Nissan à mettre leur concession Infiniti sous la même bâtisse, la même bannière, je vais vous dire. Tous ces signes-là, c'est pas bon signe à long terme pour les produits Infiniti. Fait que à long terme, côté entretien, côté valeur de revente, tout ça, ça peut baisser extrêmement. Puis encore là, on deal avec des produits qui ont beaucoup d'âge. Fait que c'est pas un super choix de ce côté-là. Fait que je vous dirais qu'il faudrait éviter. Bon, OK, maintenant, on va aller chez nos amis Stellantis. Je savais que je fais souvent des épisodes sur Stellantis. C'est tellement... Regardez, Stellantis qui est Chrysler, tout ça. Tellement une marque, une compagnie avec plusieurs marques qui ont tellement de potentiel. Le pourquoi que je m'acharne pas sur Stellantis, c'est juste qu'ils ont tellement de potentiel, ils peuvent tellement faire des trucs le fun, puis ils l'ont fait dans le passé aussi, que c'est un petit peu pour ça des fois, je suis un petit peu plus tendance à parler d'eux autres. Ils ont tellement eu des mauvais CEO dernièrement, puis il y en a beaucoup qui ont tombé un peu trop fort, un peu dans je pourrais dire, la soupe européenne, la soupe mondialiste, la soupe écologique, woke, tout ça. C'est très dangereux à un moment donné. Tu peux être nerd, comme je pourrais vous dire. Je vais vous dire, une compagnie qui est nerd, c'est une compagnie comme GM. GM vont investir beaucoup dans l'électrique, mais ils vont continuer à faire des V8 dans des pick-up. Comprenez-vous? Ça, c'est jouer safe, selon moi. Mais quand on y va un petit peu trop d'un côté, autant un que de l'autre,
sais, Stellantis, eux autres sont passés à faire des Hellcat, à essayer de faire des Fiat 500 électriques. Fait que, tu sais, c'était comme blanc et noir, puis selon moi, c'est en train de ruiner la compagnie. Fait que chez Stellantis, moi, je toucherai à aucun Fiat, aucun Alfa Romeo. Le Charger EV qui risque d'être un méga flop, puis je le dis encore, puis je le redis, puis blablabla. Là, présentement, on ne sait pas encore, quand j'enregistre ce podcast-là, s'il va y avoir des tarifs appliqués aux véhicules construits au Canada, importés aux États-Unis. Je rappelle que le Charger Daytona EV est fabriqué en Ontario. Fait que déjà là, c'est un véhicule que les gens ne veulent pas en moyenne. Là, surtout la base Mopar, je pourrais vous dire. C'est un véhicule qui semble être dépassé par côté technologie, côté puissance, côté autonomie, etc. Tout le véhicule est déjà dépassé si on le compare à des Tesla ou peu importe, même des Hyundai, ces choses-là. Le prix est trop cher. Là, il n'y a plus de subventions, autant au Canada, Québec, même bientôt aux États-Unis, il n'y a plus de subventions. Là, s'ils rajoutent un 25% de plus dessus, le véhicule va tomber à peut-être aux États-Unis, il est moins cher qu'ici, mais ici, il est presque 100 000 $. Fait que si mettons, on met un chiffre comme ça, là, s'il serait 100 000 $, mais là, du jour au lendemain, il tombe à 125 000 $, c'est sûr et certain que ça peut détruire littéralement un modèle. Puis, parlant de tarifs comme ça, les États-Unis ont annoncé que peut-être qu'ils vont mettre des tarifs pas seulement au Canada puis au Mexique, mais peut-être aussi à l'Europe pour forcer justement ces manufacturiers-là à ramener des usines, ramener des jobs aux États-Unis. Puis je pense aussi, regardez, j'ai vu dernièrement qu'en Europe, mais tu sais, c'est pas... Faut pas mélanger trop les cartes. Tu sais, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui mettent des tarifs sur les véhicules fabriqués aux États-Unis. Puis la Corée du Sud, par exemple, comme Hyundai, mais ils vont mettre des gros tarifs sur les véhicules faits en Amérique du Nord. Fait ils ont tellement des gros tarifs que littéralement, les véhicules américains ne sont pas compétitifs dans d'autres pays. Mais ça, personne n'en parle, personne n'en chiale, blablabla. Puis des fois, des histoires de guerre de tarifs, mais c'est beau mettre la faute sur la personne qui présentement qui est en train de brasser ça, mais si le deal n'est pas égal, puis il n'est pas égal depuis des dizaines d'années, mais peut-être que ça n'avait pas d'allure, puis il faut être égal. Donc, si les deux personnes ont zéro tarif, ça peut être égal. À un moment donné, tu ne peux pas dire « Ah ben moi, tes véhicules qui viennent de la Corée, je te mets un zéro tarif dessus, mais toi, tu mets 100% de tarif, vice-versa. » Tout ça est une game, je pourrais dire, politique, mais qui est important de jouer comme il faut ces pièces. Puis c'est important aussi que tout le monde soit gagnant-gagnant là-dedans. Fait que là, comme je vous dis, le Charger EV, ça pourrait être une victime de ce qui se passe présentement. Il y a d'autres modèles qui sont extrêmement populaires qui seraient moins victimes, comme je vais vous dire, mettons, un Toyota RAV4, un Honda CR-V, Silverado HD, c'est tous des modèles qui sont faits au Canada. Mais là, pourquoi ils seraient moins affectés peut-être qu'un Charger EV? C'est parce que c'est des modèles qui sont tellement compétitifs et tellement des gros vendeurs que, admettons qu'il y aurait un tarif comme ça, ben, les compagnies trouveraient une solution pour déménager la production aux États-Unis puis continuer le modèle. Mais dans le cas du Charger EV, à cause que déjà là, il n'est pas en santé, c'est pas un succès, mais ça coûterait moins cher juste arrêter le modèle que déménager l'usine. Ça fait du sens pour vous, là. C'est pour ça que je le mets dans la liste. Puis tu sais, je veux spécifier quelque chose, puis je vois ça dernièrement, puis je ris gros, là, des gens dans mon Facebook qui sont réveillés, je pourrais dire, qui ne voient pas juste ce qui se passe au Québec, mais qui se voient à l'ensemble du Canada, puis l'ensemble des États-Unis, puis ils appellent le Québec le dôme. Je trouve ça très drôle, le terme le dôme, fait que je vais voler un peu ce terme-là, fait que il y a beaucoup de gens qui vivent dans le dôme. C'est pas parce que vous voyez plein de Equinox EV qui s'est fait vendre avec des subventions
que le Equinox EV est vraiment un succès. Ou vous êtes allé à votre concessionnaire Chrysler puis ils ont vendu tout leur Charger EV ici au Québec avec des subventions, que c'est un succès. Le Québec reste une infime partie du marché dans le monde entier, dans l'Amérique du Nord. C'est rien, c'est des peanuts. Je dis pas qu'on est rien, mais c'est pas parce que ça marche ici qu'on va faire un changement pour un modèle spécifique. On va aider. Si déjà là, il allait bien ou il n'était pas fort dans d'autres marchés, mais qu'au Québec, ça fonctionne bien, ça va aider. Mais si je vous donne un exemple, le Charger EV ne se vend pas en Alberta, puis dans tout le reste des États-Unis, puis dans le reste du Canada, puis il se vend juste au Québec, mais on ne sauvera pas ce modèle-là. On n'a pas assez de puissance d'achat pour sauver un modèle comme ça. Il faut réaliser ça. Regardez, là. Je fais un wake-up call peut-être pour certains, là, mais que tu fermes ta lumière la nuit ou tu ne la fermes pas, ça ne change rien. Tu es une goutte dans l'océan. Va te promener dans l'océan, là, tu vas le réaliser comment tu es petit. Puis commence à regarder un petit peu tout l'univers, puis tu vas réaliser que tu n'es même pas une fourmi. Là, fait que faut arrêter de se passer pour les autres, puis se passer qu'on est puissant. Puis, les gars, je fais que dire, surtout dans ces marchés-là, faut se réveiller. Regardez. Puis, je me cache pas, là, des fois, les gens sont comme, moi, je peux arriver je vais vous donner un bon exemple pour ça. Je fais une parenthèse dans le podcast. Je vais dire à un commanditaire, mettons une compagnie américaine, une compagnie canadienne, mais qui est surtout en anglais. Moi, j'ai un podcast en français, je rejoins tant de personnes, blablabla, puis ci, ça. Côté marketing, réseaux sociaux, tout ce que moi, ma compagnie offre, surtout en français, c'est extrêmement bien, surtout pour l'automobile. On est dans les leaders, puis dans les indépendants, si on ne compte pas les compagnies des médias traditionnels, on est facilement dans le top 3, c'est pas number 1 de loin. Selon moi. J'ai pas vu les stats de tout le monde, mais tu sais, comment je vais vous dire, c'est comme ça. Côté marketing, c'est très bon. En plus, on appelle ça du target market parce qu'on a une audience ciblé à juste un marché. Fait que de ce côté-là, même si tu n'as pas des millions de vues ou des 100 000 vues sur une vidéo, mais ton vidéo, des fois, il y a autant de valeur qu'une autre vidéo qui peut-être qui va avoir 100 000 vues, mais qui est allé rejoindre du monde en Inde ou au Brésil, puis ces choses-là. Pour une business, des fois, ils s'en foutent de rejoindre du monde qui n'est pas dans leur pays ou le pays voisin. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mettons, vous voulez vendre des caleçons, puis tu ne shippes pas en Inde, mais tu t'en fous que je te fasse une vidéo sur tes caleçons, puis j'ai rejoint 1 million de personnes en Inde. C'est comme ça que ça marche en marketing. Fait que des fois, peu importe, je parle à des compagnies, je dis au Québec ci, au Québec ça, il y a des compagnies qui s'en foutent. Ils s'en foutent littéralement du Québec. Autant dans le reste du Canada qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des gens qui ne sont même pas capables de mettre ça sur une map où c'est qui le Québec, puis ils ne savent même pas qu'on parle français. Puis, je vous le dis, arrêtez de penser important, puis tout le kit. C'est pas une question qu'ils ne sont pas éduqués, ces choses-là. C'est juste que pour eux autres, c'est pas important. Fait que c'est pour ça que des fois, quand je deal, je suis comme, ben là, tu sais, des fois, j'ai des clients, ils veulent juste en anglais. Puis c'est l'anglais qui est king. Puis même si, mettons, je vais faire une vidéo en anglais, mais il va aller rejoindre peut-être moins de personnes ou il va aller rejoindre plus de monde mélangé, ils s'en foutent. Eux autres veulent en anglais. Puis des fois, ils se disent, même si t'es en français, puis si ça, on s'en fout. Ils n'aiment pas le marché du Québec. Puis il y a beaucoup de compagnies qui, des fois, ils ne shippent même pas ici, où il y a des règlements que ça ne marche pas avec le Québec, il y a des syndicats, etc., etc. Je vous fais juste la parenthèse là. C'est juste que même moi, depuis longtemps, c'est pour ça que j'ai toujours fait du contenu en anglais, c'est que il y a une grosse majorité de compagnies qui s'en foutent de faire du contenu en français, puis du contenu pour les Québécois, puis etc. Puis moi, depuis une certaine année, j'ai dit, ben moi, je reste au Québec, c'est important pour moi faire du contenu pour les Québécois. Même peut-être si, au début, je suis comme ça va être moins rentable, je rejoins moins de monde, ça va être plus dur pour avoir des clients, des sponsors, ces affaires-là. J'ai pris le temps d'aller chercher ça. Là, maintenant, je fais les deux, puis j'essaie de jongler avec les deux. Mais c'est pour vous dire que le marché
USA reste toujours roi dans ça, t'sais. Leur pouvoir d'achat puis le nombre de gens qui sont. Puis c'est ça qui dirige ces modèles-là, s'ils vont se faire canceller ou non. Puis si à long terme, ces modèles-là vont avoir une bonne valeur de revente. Bon, on continue. Après le Charger EV, j'ai mis ça, c'est un peu un choix personnel, là, mais j'ai mis le Ram Air à chaud. Je vois plein de Ram Air à chaud passer à 132 000, 135 000. Tu peux t'acheter un Ram TRX pour à peu près 90 000 avec presque pas de millage dessus. Je vois aucune raison pour dépenser 30 à 40 000 $ pour un Ram Air à chaud avec la moitié du power d'un TRX. Pour moi, ça fait aucun sens. Là. Mais ça vient d'un gars de TRX. Puis à long terme, je pense que l'air à chaud, il va peut-être avoir un nouveau TRX, ces choses-là. C'est un modèle qui ne va pas garder sa valeur longtemps, je pense. Un autre que j'ai mis à la liste, tous les Wagoneer, Grand Wagoneer, ça s'est avéré que les gens n'aiment pas ça, sont trop chers. Les gens préfèrent avoir des Yukon Denali, des Escalades, des Navigator, des Mercedes, des BM, etc. Ils ont mal fait leur branding. Ils n'ont pas assez fait un branding de luxe. Même s'ils ont tout assez fait, c'est pas bon. Il y en a encore en inventaire. J'ai vu un dealership aux États-Unis qui fait un deal que si tu achètes un de leurs Grand Wagoneer, attendez, écoutez bien l'année 2023. Il est flambant neuf, mais c'est un 2023. Ça veut dire que ça fait 2 à 3 ans qu'ils l'ont en inventaire. Fait que ça leur coûte cher, surtout s'ils ne possèdent pas leur inventaire. Fait que eux autres, ils empruntent pour acheter des véhicules. Fait qu'ils perdent de l'argent beaucoup sur ce véhicule-là. Le deal qu'ils font, si tu achètes le Grand Wagoneer au prix MSRP, ils vous donnent un Jeep Compass 2025. Sont-tu desperate pour le vendre? C'est-tu une pogne? C'est-tu le deal de l'année? Non, c'est pas le deal de l'année. Parce que ce camion-là, il est 2 ans vieux à l'arrière, mais il est flambant neuf. Il faut qu'il enlève au moins un bon 30 à 40 000 $ dessus. Fait que c'est la valeur d'environ d'un nouveau Jeep Compass. Fait que c'est des véhicules à éviter. Des véhicules qui paraissent sont à problème aussi. Même moi, j'avais fait beaucoup de devoirs. C'est un véhicule qui m'intéressait. Je disais, ça va être différent. Tu sais, tout le monde a un peu... ils ont tout le temps des Tahoe, des Yukon, puis tout ça. Fait que je dis, je vais prendre un Wagoneer, puis je vais modifier un Grand Wagoneer. Ça serait cool, le mettre off-road, tout ça. Puis quand j'ai vu comment le véhicule était dur à revendre, puis comment la dépréciation, puis tous les problèmes qu'ils ont, j'ai fait comme, ouf, non. Puis même là, j'avais des rabais spéciaux, tout ça, pour acheter ce véhicule-là. Puis j'ai dit, non. J'avais acheté le TRX à la place. Fait que ça a évité toutes les Dodge Hornet. Regardez, c'est des véhicules qui sont mal aimés. Les concessionnaires sont obligés de les donner sous le prix coûtant, ces choses-là. Si vous avez un super deal dessus, puis vous l'avez conduit, puis vous aimez ça, ça peut être bon. Mais encore là, c'est un autre flop de chez Stellantis qu'ils ont mal écouté un peu leur clientèle. Bon, on lâche Stellantis maintenant. Bon, on s'en va chez ma marque préférée, on va se le dire, là, chez Jaguar. Regardez, Jaguar, là, ça a été le pire timing qu'il n'y a pas de lancer là, leur auto rose électrique, là, premium, super woke. Puis après ça, t'as Donald qui vient au pouvoir, là, qui est en train de détruire tout ce qui est woke. Je vois pas un avenir, en tout cas. Puis leur marché de luxe, où ce qu'ils vendent le plus de véhicules de luxe, c'est sûrement aux États-Unis. À moins qu'ils refassent un rebranding, présentement, acheter un Jaguar, je serais pas en confiance. Il va toujours avoir un concessionnaire? Il va pouvoir réparer mon véhicule? Qu'est-ce qui va se passer avec les véhicules Jaguar? Les prochains Jaguars qui vont arriver, puis tout ça. Moi, ça, c'est une marque que je me tiendrais loin présentement. Surtout une marque qui prend une année sabbatique, tout ça. Tout pour vous mettre en confiance. C'est trop risqué de ce côté-là, comme investissement, d'aller toucher à peu importe le modèle qui a le logo Jaguar dessus. Si vous avez des styles Jaguar, allez dans la porte à côté ou dans le même building, là, chez Land Rover. Je serais moins stressé d'acheter un Land Rover, même si la fiabilité, ici, c'est ça, etc. Toutes les raisons que vous pouvez imaginer, je serais moins stressé d'aller chez Land Rover. Bon, là, on tombe dans une section un petit peu plus, je pourrais dire,
Je parle moins souvent, mais regardez, c'est sûr et certain que dans toute cette liste-là, il y a beaucoup de véhicules électriques parce que présentement, on est dans un changement politique. Ça va s'en venir au Canada aussi. On le voit déjà, là, ils enlèvent les subventions, tout ça, ça change beaucoup. Là. Les véhicules sont moins alléchants. Est-ce que les compagnies vont continuer à investir là-dedans, tout ça? Peu importe. Les véhicules électriques, présentement, c'est dans les véhicules qui perdent le plus. Ils ont plus de dépréciation. Parce qu'ils ont un peu un temps d'expiration dessus, pareil comme du lait que vous achetez. Là. Parce qu'après un bout de temps, mais il devient désuet, ils viennent vraiment vite à cause de la technologie désuet, à comparer d'une voiture à essence en général. C'est pour ça que la dépréciation frappe fort. Quand on voit des modèles comme une Porsche Taycan, qui est un beau modèle, tout ça, qui a une méga dépréciation, mais il ne faut pas être surpris que d'autres modèles qui ne sont pas autant de prestige puis de luxe ont une dépréciation égale. Fait que c'est sûr et certain, il y a beaucoup de véhicules électriques que je vous parle aujourd'hui. Moi, je serais stressé, en tout cas, d'acheter toutes les marques qui ne sont pas des marques, que je pourrais dire, qui existent depuis des centaines d'années. Fait que tout ce qui est VinFast, Rivian, tout ça, avec les changements qu'il y a là, est-ce qu'ils vont survivre? Va-tu toujours avoir un dealer? Est-ce que je vais avoir des updates dans 2 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà là, VinFast, il n'était plus au Salon de l'Auto de Montréal. Ils mettent moins d'investissement. Qu'est-ce qui va se passer avec ces véhicules-là? Peu importe, c'est juste à long terme, c'est stressant. S'ils s'enlèvent du Canada, qu'est-ce qui va se passer avec ton véhicule? Toutes ces choses-là, c'est très stressant. Rivian, je le mets dans cette section-là parce que, encore là, est-ce qu'ils vont toujours bien aller? Ça va être une compagnie électrique qui va continuer d'être en santé, un peu comme Tesla, ou tous les changements politiques, tout ça, de subventions, ça va affecter aussi Rivian. Rivian, l'affaire qu'il y a aussi, c'est que côté fiabilité, sont toujours le dernier dans les sondages, sont très durs à réparer, ils coûtent extrêmement cher, puis de plus en plus, les compagnies d'assurance ne veulent plus toucher à ça à Rivian. Puis ils font des trucs stupides un peu chez Rivian. Là. À place de faire plusieurs panneaux, en cas que tu aies un accident, ils font un moule de tout le côté du camion, puis si tu as une petite bosse, mais il faut que tu changes toute la moitié du truck. Ça fait aucun sens, surtout pour les assurances. C'est pour ça qu'ils ne touchent pas à ça. Bon, une autre section un peu qui me stresse à long terme. Puis déjà là, c'est pas des véhicules qui gardent. On le voit déjà qu'ils ont déjà tombé. Tout ce qui est, j'appelle ça la famille électrique Hummer. Okay, Hummer EV. Là-dedans, je mets le Silverado EV, le Sierra EV, je mets le Escalade IQ. Je pense que ça va être tous des modèles qui vont avoir une dépréciation énorme. À long terme, ça va être des véhicules à problème. Ça va être des véhicules qui vont user extrêmement vite parce qu'ils sont trop pesants. Les seuls modèles, je pourrais vous dire, peut-être qui valent la peine là-dedans, là, c'est vraiment comme la version Work Truck du Silverado EV. Je ne sais pas s'ils font un Work Truck dans le Sierra. Je pense que j'en ai pas vu à date. Mais c'est tous des véhicules qui vaut 120, 130 000. L'Escalade, c'est 170, 180 000. Plus que ça. Je vois pas que c'est un bon investissement à acheter ces véhicules-là. Moi, que tu as le deal de l'année, il y en a des places aux États-Unis, ils réduisent les prix en fou pour les Hummer. Mais je pense qu'après 1 an ou 2, vous allez perdre vraiment beaucoup, beaucoup d'argent sur ces véhicules-là. Puis comme je vous dis, tout ce qui est pneus, suspension à l'air, la direction, tout ça, je pense que ça va mal vieillir. Puis il y a eu déjà des coupures chez GM dans les sections des ingénieurs qui font des updates, ces choses-là. Puis je fais partie de plusieurs groupes sur Facebook, puis il y en a un qui c'est un groupe de propriétaires de Hummer, puis il y a beaucoup de propriétaires de Hummer EV qui se plaignent qu'ils n'ont plus de update. Ils ont des problèmes, ils ont des bugs, puis les bugs ne se font pas corriger. Qu'au début, il y avait une certaine... on voyait comme une équipe qui s'occupait d'eux autres, puis qu'il y avait des suivis vraiment côté update, puis là, dernièrement, de moins en moins.
Fait que ça, c'est des choses qu'il faut penser que les gens oublient un peu avec les véhicules électriques. C'est que si la compagnie ne va pas bien, puis si la compagnie n'a pas les moyens ou peu importe, ou elle se retire de ton marché, tu sais, comme une espèce de VinFast ou peu une autre compagnie qui sort un peu de nulle part, mais est-ce qu'après 2 ans, tu vas toujours avoir un update? C'est un peu comme à la fin, ils donnaient les fameux Fisker Ocean. OK, ben ton véhicule ne vaut presque rien, mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas te réveiller un matin, tu n'es plus capable de le démarrer, puis il n'y a personne qui est capable de le réparer, il n'y a personne qui est capable de l'ouvrir, il n'y a personne qui est capable de l'updater. Ça ne vaut plus rien. C'est pas comme un véhicule mécanique, tu as un mécano ou un ci, un ça. C'est qu'à un moment donné, s'il ne marche plus, s'il est buggé, s'il est gelé, tu ne peux plus rien faire. Faut garder ça en tête pour ces véhicules-là. Bon, puis après ça, on continue. Finir ma fameuse liste. Regardez, je pense que ça, c'est des véhicules qui ont été faits vite, qu'ils ont essayé de mettre sur le marché. Je parle maintenant Toyota BZ4X, Subaru Solterra. Ça, je pense que ça, c'est comme un effort fait à moitié de chez Toyota pour essayer de faire un véhicule électrique, puis ça leur tentait pas de faire un véhicule électrique. Puis tu sais, quand vous voyez full d'annonces à la télé aux 2 minutes, moi, j'écoute pas la télé. Là. Moi, je trouve que... Le dôme. Il y a du gros brainwashage à la télé, là, en général. Mais des fois, tu sais, je suis en visite chez des gens, puis la télé est ouverte, puis là, tu sais, je vois tout le temps BZ4X. Ils essaient de vous les vendre parce qu'ils sont pas bons, personne ne les veut, puis il embarque plein de vieux là-dedans. Tout le monde dit que c'est pas bon. Je l'ai pas essayé, j'ai même pas voulu les essayer parce que je savais que c'était pas bon. Puis je voulais pas faire une vidéo que tu comme... Quand je sais qu'un véhicule est pas bon, même si vous pensez que je fais exprès, je fais pas exprès pour booker un auto, je vais la détruire. Je vais dire que ça va pas de la merde. Si je vois que tout le monde, même les pros électriques, sont comme, ouais, lui, il est vraiment pas bon, cet auto-là. Ben, le gars de truck de chez Torque Media, il y a pas mal de chances qu'il va pas l'aimer plus. C'est comme logique. Puis, je veux pas faire juste des trucs négatifs. Des fois, j'aime mieux me concentrer sur des bons produits. Fait que ça, je trouve que c'est des produits qui même sur YouTube, je vois des publicités qui passent tout le temps. Tu vois, on passe devant les cours des concessionnaires, il y a juste ça. Tu sais, c'est comme... On le voit, là. C'est pas leur top produit, puis ils en ont trop fait, puis ça marche pas. Puis tout le monde l'a dit qu'ils sont derrière la compétition. Je pense que là-dedans aussi, je peux mettre le Volkswagen ID4. C'est vraiment un véhicule, je pense que plusieurs propriétaires, après une couple d'années, c'est un véhicule qui déteste. C'est pas à la hauteur de ce qu'un Volkswagen était auparavant. Puis même là, on voyait d'autres modèles ID qui ont été cancellés pour venir au Canada. Fait que ça veut en dire long de ce côté-là. Fait que c'est un petit peu ma liste pour les pires achats. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. On pourrait aller jouer chez Maserati, ces choses-là. Mais je voulais me concentrer vraiment sur qu'est-ce qui était un petit peu plus Monsieur Tout-le-Monde. Puis ceux qui étaient, tu sais, comme je pourrais vous dire, comme je disais au début, tu sais, un Nissan ou un Infiniti, sont un petit peu dans la même situation. Mais Infiniti a tellement eu moins d'investissement que Nissan dans les années passées. Puis que c'était une marque de luxe, puis c'est un produit qui coûte encore plus cher, mais c'est plus risqué de ce côté-là. C'est des choses comme ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Puis tout est basé, encore une fois, que vous payez le plein prix pour ces modèles-là, puis que l'acheter, pas louer, puis ces choses-là. Il y a plein de véhicules là-dedans qui peuvent faire votre affaire. C'est sûr et certain. Mais tu sais, pas une personne... Je vais donner un exemple. Un Subaru Solterra peut-être va faire l'affaire pour quelqu'un, mais... Est-ce que c'est ultimement le meilleur modèle pour le prix, puis ci, puis ça, puis à long terme, il va moins avoir une dépréciation que les autres? Sûrement pas, selon mes prédictions, puis qu'est-ce que je vous dis. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ma liste? Est-ce que vous avez d'autres véhicules que vous voudrez mettre dans les commentaires, comme les pires achats de 2004 que j'aurais oublié? Mettez-moi ça, moi, je veux voir vos suggestions. Qu'est-ce que, selon vous, c'est quoi la pire achat à faire dans un véhicule neuf, bien sûr, là. J'aimerais ça voir qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP.
Plus de 24 épisodes exclusifs qui ne sont pas disponibles au public. Ou si vous avez à l'avance les épisodes, tout ça, on est une belle gang. Ça l'encourage le podcast. Ça nous en empêche aussi de vous bombarder de publicité aux 2 minutes. Ça supporte le podcast. Si vous aimez ma franchise puis vous aimez ça que je reste indépendant et non sur une grosse bannière d'un gros média, c'est ça qui nous supporte puis c'est très apprécié. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. On se revoit dans un prochain podcast.